Et si le moment le plus décisif du siècle africain venait de se dérouler dans l'ombre sans que personne ne s'en aperçoive? Imaginez, derrière les projecteurs braqués sur d'autres crises, s'est joué un acte silencieux mais aux conséquences potentielles colossales. Le 31 janvier 2025, un événement presque inconcevable vient bouleverser la scène mondiale. Le Libéria, allié historique et indéfectible des États-Unis depuis plus d'un siècle, tourne le dos à l'Occident et s'avance, la main tendue, vers le Burkina Faso, en plein cœur du Sahel. Pourquoi un pays dont l'économie dépend du dollar, dont le drapeau rappelle explicitement les 13 colonies américaines, choisit-il soudain d'ignorer Washington, Paris et Bruxelles pour tendre la main à un État qui, en moins de 2 ans, a défié ces mêmes puissances? Est-ce une capitulation, une fuite en avant face à la crise, ou au contraire le signe d'une nouvelle ambition, d'une volonté d'écrire une page inédite de l'histoire africaine? La solidarité continentale, longtemps étouffée par des siècles de dépendance, prendrait-elle enfin le dessus? Les dynamiques post-coloniales et les inerties économiques ont-elles enfin trouvé leur antidote dans le sursaut audacieux de 2 nations autrefois marginalisées? Ce geste résonne comme un choc, bousculant des certitudes que l'on croyait inébranlables. Une passerelle inattendue s'étire de l'océan Atlantique jusqu'aux terres rouges du Sahel, porteuse d'un espoir fou, celui d'une Afrique qui s'unit non plus sous la tutelle d'autrui, mais par sa propre volonté. Si cette alliance inédite échoue, le continent ne perdra pas seulement un pari diplomatique. Il risquerait de voir s'effondrer, une fois encore, le rêve d'une véritable autonomie, de donner raison à ceux qui, depuis des décennies, répètent que l'Afrique ne peut jamais briser ses chaînes. Mais si elle réussit, alors ce 31 janvier 2025 ne sera plus une date parmi tant d'autres. Ce sera le jour discret où l'Afrique a commencé à écrire, pour la première fois, le chapitre de sa souveraineté, à la manière de la Révolution tranquille, qui, au XXe siècle, avait transformé le Québec, ou de la décolonisation asiatique, qui a bouleversé l'équilibre mondial après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, le monde, absorbé par d'autres crises, n'a presque rien vu venir. Derrière les portes closes de Ouagadougou, une conversation historique s'engage, et tout peut basculer. Que s'est-il vraiment dit, là où se sont croisés les destins de 2 nations, aux trajectoires si différentes? Pourquoi le Libéria, dont l'histoire reste intimement liée aux États-Unis, a-t-il choisi de se tourner vers Ouagadougou, cœur battant de la nouvelle contestation africaine, plutôt que vers Washington ou Paris? Cette question résonne comme un avertissement pour tout le continent africain. Car derrière cette visite, il ne s'agit pas d'un simple geste diplomatique. C'est une déclaration d'indépendance, un signal fort que les lignes bougent. Pour comprendre la portée de ce choix, un retour dans le temps s'impose. Le Libéria, fondé il y a près de 200 ans par d'anciens esclaves américains, demeure la plus ancienne république d'Afrique. Son drapeau, orné d'une unique étoile blanche sur fond de bandes rouges et blanches, évoque clairement les 13 colonies américaines. Même sa monnaie officielle, le dollar libérien, rappelle ce lien fondateur. Longtemps, Monrovia fut perçu comme l'allié fidèle de Washington, symbole d'une Afrique tournée vers l'Occident, comme le Japon de l'ère Meiji s'était tourné vers l'Angleterre et l'Allemagne pour se moderniser. Pourtant, ce 31 janvier 2025, la délégation libérienne ne s'arrête ni à New York, ni à Paris, ni à Bruxelles. Ses représentants atterrissent à Ouagadougou, capitale d'un Burkina Faso, devenu en quelques années l'incarnation d'une souveraineté retrouvée. Ici, pas de révérence pour les vieilles puissances. En 2 ans, le Burkina Faso a expulsé les militaires français, fermé leurs bases et renégocié les contrats miniers pour garder 70% des profits sur son sol, à l'image de la nationalisation du pétrole par le Venezuela en 2002 ou de la réforme agraire menée par la Bolivie au XXe siècle. Malgré la pauvreté persistante, le Burkina Faso ne s'est pas effondré. Au contraire, il affiche une stabilité relative, une confiance populaire regagnée et une mobilisation inédite de ses ressources internes. Ce modèle inspire désormais bien au-delà du Sahel, jusqu'aux côtes atlantiques. L'effet d'entraînement ressemble à celui des dragons asiatiques, qui, dans les années 70, avaient brisé les cycles de pauvreté par des choix audacieux. La visite libérienne dépasse la simple courtoisie. 3 propositions majeures sont sur la table.
D'abord, un soutien politique solide aux Nations Unies, grâce à l'appui du Burkina Faso et de l'Alliance des États du Sahel, pour décrocher un siège au Conseil de sécurité. Ensuite, la création d'un corridor économique continental reliant les ports du Libéria au marché sahélien. Enfin, une alliance sécuritaire pour répondre ensemble aux menaces régionales, loin des solutions dictées par Paris ou Washington. Derrière ces choix se profile une reconnaissance, celle de l'émergence d'un centre de gravité africain, capable de refonder les alliances sur des intérêts communs et non sur des injonctions extérieures. Ce sont les prémices d'une révolution silencieuse, portée par la jeunesse et les décisions quotidiennes de millions d'Africains. À l'image de la création de l'Union européenne, née du désir de paix et de coopération après des siècles de conflits, cette nouvelle alliance se veut le socle d'un renouveau africain. Mais le pari est risqué. Si cette tentative échoue, ce sont des décennies d'espoir panafricain qui pourraient s'éteindre, laissant la place à la résignation ou à l'abandon de toute ambition d'unité continentale. Pourtant, l'élan est tangible, et la volonté de reprendre en main la richesse, la dignité et l'avenir du continent n'a jamais été aussi forte. Ce basculement ne concerne pas que les institutions ou les chancelleries. Il traverse toute la société et fait vibrer les lignes géopolitiques du continent. À Monrovia comme à Ouagadougou, la rue s'anime, les mentalités évoluent. L'Afrique, enfin, ose rêver et écrire son propre futur. Mais derrière les sourires officiels et les promesses de coopération, une inquiétude grandit, presque palpable. Qui sera prêt à défendre ce nouvel ordre si les anciennes puissances décident de riposter? L'histoire regorge d'exemples où l'émergence d'un bloc indépendant a été violemment contestée. La crise de Suez en 1956, la guerre froide en Asie du Sud-Est, ou encore les sanctions infligées à l'Iran après sa révolution. Peut-on vraiment tourner le dos à des décennies de dépendance sans tout perdre? La question plane, abrupte, car derrière l'euphorie pointe la peur de l'inconnu. En plein cœur de l'hiver 2025, le Libéria ose une rupture radicale, tendant la main au Sahel pour sortir enfin de l'ombre des puissances étrangères. Concrètement, Monrovia propose d'ouvrir ses ports atlantiques aux nations sahéliennes. Cette offre n'est pas qu'un symbole. Elle permettrait au Burkina Faso, au Mali et au Niger de se connecter directement au monde, sans passer par les corridors imposés de l'extérieur. C'est un séisme logistique, capable de transformer le commerce régional, de réduire la dépendance et d'inventer une nouvelle dynamique africaine. Pour donner un exemple précis, imaginez le trajet du coton burkinabé. Au lieu de transiter par Abidjan ou Lomé, il pourrait partir directement de Monrovia, gagnant en rapidité et en rentabilité. Mais ce pari va bien au-delà des seules élites. Plus de 60% des jeunes Libériens vivent sans emploi, étranglés par la pauvreté et l'exil. Pour eux, le Sahel n'est plus une terre lointaine et menacée. Il devient un laboratoire d'espoir, un espace où le courage politique offre un modèle rare de souveraineté et d'émancipation. Dans les quartiers populaires de Monrovia, la nouvelle suscite débats et rêves. Des coopératives agricoles s'organisent, des associations étudiantes lancent des programmes de jumelage avec leurs homologues du Burkina Faso. La réaction ne s'est pas fait attendre. À Monrovia, des milliers d'étudiants descendent dans les rues, brandissant des banderoles « L'Afrique aux Africains » ou « L'avenir est au Sahel ». À Ouagadougou, les débats s'enflamment dans les amphithéâtres, tandis que dans toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest, les réseaux sociaux s'embrasent. Un frisson parcourt la jeunesse, la conscience d'un moment qui pourrait tout changer. On retrouve ici l'énergie des printemps arabes ou de la vague de protestations sud-américaines pour la justice sociale. Pour l'Occident, cette alliance sonne comme un signal d'alarme. Derrière les discours de façade, les enjeux sont immenses. Minerais rares, marchés stratégiques, influence politique. Très vite, les médias européens et américains orchestrent des campagnes de discrédit, présentant le rapprochement comme une aventure dangereuse, voire suicidaire. Les experts agitent le spectre de l'isolement, de représailles économiques et de risques sécuritaires majeurs. Il en fut de même lorsqu'en 1971, l'OPEP a décidé de reprendre le contrôle du pétrole, provoquant un choc mondial. Mais le nœud du conflit n'est pas seulement géopolitique, ni même commercial. Il est psychologique, presque existentiel.
La géographie, si longtemps prétexte à la dépendance, peut-elle devenir enfin le théâtre d'une coopération choisie? Est-il possible de briser ce vieux récit où chaque frontière, chaque distance justifie la soumission? Le risque est colossal. Il n'est pas question d'un simple accord ou d'une déclaration. À la clé, des milliers d'emplois pour la jeunesse, des milliards de revenus potentiels, la dignité retrouvée d'un continent bien décidé à écrire sa propre histoire. Mais le danger aussi rôde. Pression diplomatique, sanctions économiques, marginalisation sur la scène internationale. À chaque avancée, la menace d'un retour de bâton se précise. On se souvient du Zimbabwe, sanctionné pour ses choix radicaux, ou de Cuba, isolé pendant plus de 50 ans pour avoir défié les États-Unis. Cette tension se lit dans les regards, dans les discours, dans l'attente muette. À Monrovia comme à Ouagadougou, chacun sait que tout peut basculer à chaque instant. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique semble prête à écrire ses propres règles, à s'affranchir des chaînes extérieures autant que de ses propres peurs. Des intellectuels, des artistes, des entrepreneurs s'engagent, comme en témoignent les tribunes signées dans la presse ou les chansons engagées qui envahissent les ondes. Mais si la promesse est immense, la route reste semée d'embûches. Tout va alors se jouer lors d'une nuit décisive à Ouagadougou. Les négociations s'enchaînent, les compromis s'affinent, les alliances se dessinent. Des experts en logistique, des responsables portuaires, des banquiers africains et même des représentants de la diaspora participent aux discussions, conscients que le moindre détail peut faire basculer le projet. Et si ce point de bascule n'était que le prélude à une transformation irrésistible? Imaginez, le corridor Sahel-Atlantique, reliant l'intérieur du continent au rivage de l'Atlantique, bouleverserait la logistique, la diplomatie et surtout l'économie de toute la région. Le commerce entre voisins, aujourd'hui marginal, pourrait être multiplié par 2, déclenchant une croissance sans précédent. Ce projet donnerait enfin au peuple du Sahel, longtemps relégué, une place centrale sur la carte africaine et ranimerait la fierté nationale. Prenons l'exemple du Niger, enclavé et dépendant des infrastructures d'autrui. Avec un accès direct à la mer, le coût de ses exportations d'uranium et de coton baisserait de près de 30%, selon les estimations d'économistes régionaux. Mais derrière les projections, c'est un bouleversement psychologique qui s'annonce. Pour la première fois, le modèle de réussite ne vient plus d'Europe ni d'Amérique, mais se forge de l'intérieur, par et pour les Africains. Cette inversion du regard nourrit une nouvelle estime de soi, surtout chez la jeunesse, impatiente de bâtir au lieu d'attendre ou de quémander. Dans les écoles de Ouagadougou, des enseignants racontent déjà à leurs élèves l'histoire de cette alliance comme celle d'un tournant comparable à l'indépendance des Indes en 1947. Les voisins observent, intrigués, parfois admiratifs. Au Ghana, au Sénégal, la question revient sans cesse. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'alliance des États du Sahel pour sortir de la dépendance? Même l'Union africaine envisage d'étendre la méthode à d'autres régions. Ce vent de changement prend de la force, portant l'espoir bien au-delà des frontières initiales. Lors d'un sommet à Addis-Abeba, le président du Rwanda évoque la possibilité de corridors similaires entre l'Afrique centrale et orientale. Si le modèle s'étend, l'Afrique pourrait retenir jusqu'à 20% de valeur ajoutée supplémentaire sur ses propres richesses, selon certains économistes. Cela signifierait des centaines de milliers d'emplois nouveaux, en majorité pour les jeunes. Pour une génération trop souvent privée d'opportunités, c'est la promesse d'un avenir forgé sur ses propres terres. L'industrialisation, jusque-là freinée par l'absence d'infrastructures et la fuite des capitaux, pourrait enfin décoller. Les PME locales verraient leur accès au marché régional démultiplié, stimulant la créativité et l'innovation. Mais chaque avancée attire aussi son lot de dangers. À peine le projet révélé, les pressions extérieures redoublent, campagnes de déstabilisation, menaces économiques, tentatives d'isolement diplomatique. Les défis logistiques sont titanesques, infrastructures à bâtir, financements à garantir, réformes à mener. Le moindre faux pas pourrait tout remettre en question. On se souvient de la construction du canal de Suez, qui a nécessité des décennies de lutte avant d'être pleinement contrôlé par l'Égypte. C'est ici que tout se joue. Soit l'Afrique franchit ce cap,
prouvant qu'elle peut façonner sa place dans le monde et briser le cercle de la dépendance. Soit l'élan s'étiole, laissant place à la résignation et à l'éternel recommencement. De nombreux analystes rappellent le destin de la route de la soie chinoise, longtemps rêvée, souvent menacée, mais qui a fini par s'imposer comme un axe incontournable du commerce mondial. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette croisée des chemins. Un événement inattendu va bientôt accélérer, ou briser, cette dynamique encore fragile. Imaginez, par exemple, qu'un pays voisin, inspiré par cette audace, décide de rejoindre l'Alliance, créant un effet boule de neige. Ou, inversement, qu'un attentat ou un sabotage viennent fragiliser le projet, testant la résilience de cette nouvelle solidarité. La souveraineté commence-t-elle vraiment chez soi, dans les gestes les plus quotidiens? L'avenir de l'Afrique ne se décide pas seulement lors des sommets ou sur les tribunes internationales. Chaque choix individuel, chaque action ordinaire, porte en lui une fraction de cette lutte invisible pour le contrôle du destin continental. On l'a vu ailleurs. La révolution industrielle anglaise n'a pas commencé dans les parlements, mais dans les ateliers et les champs, par la somme de milliers d'innovations locales. Les obstacles restent colossaux. Construire une autonomie réelle exige d'abord une finance interne robuste. Cela passe par la mobilisation de ressources locales, la création d'initiatives comme le Fonds de soutien patriote et des investissements concrets dans les infrastructures, au service direct des populations. La stabilité politique doit aussi s'ancrer par le dialogue, la transparence et une unité générationnelle. Rien n'avance sans la confiance entre les anciens et la jeunesse, sans une fierté partagée pour la culture africaine. Mais ce renouveau serait illusoire sans la force de la diaspora. Chaque année, les Africains vivant à l'étranger transfèrent à leurs familles plus de 100 milliards de dollars. Ce flux dépasse largement l'aide internationale et représente le principal levier d'investissement privé sur le continent. Transformer ces transferts en capitaux productifs, en entreprises, en écoles ou en hôpitaux devient une étape cruciale vers une autonomie économique durable. Prenons l'exemple du Maroc, où les investissements de la diaspora ont permis la création de milliers d'emplois dans l'agro-industrie et le tourisme. Dans tous les secteurs, éducation, tourisme, entrepreneuriat, il est urgent de choisir et de renforcer les réseaux africains. Pourquoi partir étudier au bout du monde, alors que les universités de Bamako, d'Abidjan ou de Dakar innovent et forment les leaders de demain? Pourquoi dépenser des fortunes en voyages lointains quand le continent regorge de merveilles naturelles et culturelles, prêtes à être découvertes? Les parcs nationaux du Botswana, la musique de Kinshasa, les festivals de Grand Bassam sont autant de trésors à valoriser. Face aux pressions extérieures, il devient vital d'apprendre à négocier, à défendre ses intérêts, à imposer ses priorités. Refuser les accords dictés, questionner les clauses cachées, redéfinir la coopération à partir de l'agenda africain. Telle est la nouvelle donne. Cela exige du courage, de la patience et la conviction profonde que la valeur de l'Afrique ne se marchande pas à la baisse. L'exemple du Nigeria, qui a renégocié ses contrats pétroliers dans les années 80, montre que la fermeté paie à long terme. Les gestes ordinaires prennent alors une dimension politique. Étudier à Bamako, investir dans une PME locale, choisir un produit fabriqué à Cotonou plutôt qu'à l'étranger, voyager à travers le continent, soutenir une start-up de Kigali. Chacun de ces actes, répété des milliers de fois, fait progresser la cause de la souveraineté. La grande transformation émerge de cette accumulation de petites victoires. Souvenons-nous, l'essor de la Corée du Sud s'est appuyé sur la consommation de produits locaux et la fierté nationale. Mais le pari demeure risqué. Il repose sur la capacité de chaque Africain à croire en la valeur de ses ressources, de son talent, de sa culture, à refuser la résignation. Accepter que tout reste à écrire, que l'unité n'est pas un slogan mais une pratique quotidienne, voilà le vrai défi. La tentation de céder aux sirènes de l'exil, du fatalisme ou de la facilité demeure forte. Pourtant, c'est en franchissant ce seuil psychologique que la révolution silencieuse devient réalité. Les mouvements de solidarité observés lors des grandes crises, comme Ebola ou le Covid, ont montré de quoi les sociétés africaines sont capables lorsqu'elles se mobilisent. Au fond, la question n'est plus seulement géopolitique ou économique. Elle devient intime, personnelle. Que choisira chaque Africain face à cette opportunité historique?
Le monde observe, mais c'est à chacun maintenant d'écrire sa part de l'histoire. Le 31 janvier 2025, à Ouagadougou, un moment décisif s'annonce. La rencontre entre le Libéria et le Burkina Faso incarne ce choix collectif, sous le regard attentif de toute l'Afrique. Elle rappelle le Congrès de Berlin en 1885. Mais cette fois, les Africains tiennent la plume et signent leurs propres alliances. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit à l'encre vive. Et toi, quel rôle vas-tu choisir d'y jouer? L'engagement peut prendre 1000 formes. Lancer une initiative locale, rejoindre une coopérative, défendre une langue, promouvoir une technologie adaptée aux réalités africaines. Chacun peut agir, à son niveau, pour renforcer le tissu de cette souveraineté en devenir. Le 31 janvier 2025 n'a pas été qu'une simple date. La visite du Libéria à Ouagadougou a marqué le point de bascule. L'Afrique ne demande plus la permission d'exister. Elle affirme sa voix, trace sa route, forge son avenir sans attendre un feu vert venu d'ailleurs. Ce réveil n'a pas été imposé par les puissants, ni soufflé par les vieilles capitales. Il a poussé au fil des jours, dans la sueur, les doutes et l'audace de millions de jeunes qui refusent de rester spectateurs. Désormais, les alliances se nouent de Dakar à Addis-Abeba, bâties sur la souveraineté et le refus de la soumission. Les universités africaines créent des programmes communs, les startups collaborent à l'échelle régionale et les artistes s'inspirent mutuellement pour créer un nouveau récit continental. Ce mouvement ne dépend plus d'élites coupées du réel, ni de promesses creuses. Il vit dans chaque question posée. À qui profite mon travail? Qui décide où va ma richesse, mon temps, mon avenir? L'Afrique s'interroge, et dans cette interrogation naît sa force. Les réseaux sociaux fourmillent de débats, les podcasts locaux décryptent les enjeux, les jeunes s'emparent de la parole publique. Rater ce moment, c'est accepter de rester à la marge, de regarder d'autres écrire notre histoire. Mais oser agir, c'est rejoindre la vague qui redéfinit l'ordre mondial. Chaque choix, aussi minuscule soit-il, compte. Acheter local, défendre une langue, soutenir une cause, refuser l'humiliation. Ce sont ces gestes quotidiens qui font basculer une époque. Les pays nordiques, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont eux aussi bâti leur prospérité sur la multiplication d'actes citoyens. La seule vraie question: vas-tu laisser l'histoire se faire sans toi, ou vas-tu la façonner? Seras-tu simple spectateur ou acteur de la dignité africaine? Ce qui se joue ne se reproduira peut-être pas avant une génération entière. La jeunesse africaine ne croit plus aux modèles préfabriqués. Elle bâtit sur ses propres rêves. L'Afrique quitte la périphérie pour devenir le centre. Ce centre, c'est toi, c'est nous, chaque fois que nous refusons de plier. Ce choix t'appartient. Laisseras-tu passer ce tournant ou prendras-tu ta place dans l'histoire?